Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 20h13 sur Europe 1, Gabriel Cluzel et Nathan Deverson dans ce studio et je vous propose ce témoignage. Après la semaine que j'ai qualifiée la semaine noire d'Halloween. Mais c'est quand même hallucinant ce qui s'est passé, Gabriel et Nathan. Poitiers, un adolescent mort par balle et 4 blessés lors d'une fusillade. Rennes, un enfant de 5 ans qui est toujours entre la vie et la mort, grièvement blessé à la tête lors d'une fusillade. Tout ça sur fond de trafic de drogue, je ne précise plus. Jeudi dernier, toujours à Rennes, un jeune homme d'une vingtaine d'années tué à coups de couteau. 2 fusillades près de Valence, 2 fusillades à Saint-Péret dans l'Ardèche. Nicolas, on en a parlé, ce rugbyman de 22 ans, blessé par balle, qui est décédé des suites de ses blessures. Vendredi, un jeune homme de 18 ans tué par balle à Rieux-la-Pape. 2 nuits de violences urbaines, un policier blessé. À Castres, un jeune homme de 21 ans poignardé et tabassé en sortie de boîte de nuit. Il est toujours en vie et j'en passe. Et j'en passe parce que la liste était trop longue. Mais c'est hallucinant. Je vous propose d'écouter ce témoignage de Yarl. Il est influenceur, directeur de la sécurité d'une boîte de nuit à Rennes. Il a rencontré Bruno Retailleau lors de sa visite de ce vendredi. On va écouter ce qu'il raconte. J'ai enregistré l'interview juste avant l'émission parce qu'il n'était pas disponible à 20h15. Ce qu'il raconte est terrible. Il est obligé aujourd'hui lui-même d'assurer la sécurité de ses clients à la sortie de la boîte de nuit. La première question que je lui ai posée, c'est d'abord expliquez-nous ce qui est en train de se passer à Rennes. Rennes, c'est l'illustration de la ville moyenne française. Écoutez. Alors, il se passe en ce moment une recrudescence évidemment de l'ultra-violence et puis des règlements de compte dans tous les coins de la ville concernant le narcotrafic. Et il y a une perte totale du contrôle du territoire. C'est vraiment ça. Là aujourd'hui, ils opèrent eux-mêmes leur guerre avec leurs propres règles, leurs propres règlements de compte, en se moquant littéralement de ce qui peut se passer, que ce soit de la police, que ce soit de la justice. Enfin, ils n'ont plus aucune crainte de personne. On a encore eu le cas en début de semaine, de toute façon, puisqu'il y avait la CRS 82 qui était présente à Maurepas suite justement à la grave blessure qu'a eu l'enfant de 5 ans. Pour vous dire à quel point ils s'en fichent, c'est-à-dire que la CRS, dans une rue de Maurepas, juste à côté, de nouveaux coups de couteau sont mis suite à encore un règlement de compte à 50 mètres de l'endroit où étaient les CRS. Ça vous donne quand même ce qui se passe vraiment dans la ville. C'est-à-dire qu'ils n'ont peur de rien et ils n'ont pas peur des forces de l'ordre non plus. La ville est remplie de CRS partout. Dans la même journée, hier, on a eu 2 attaques au couteau. Donc la première, malheureusement, le jeune, il est décédé. Il est arrivé tout seul aux urgences, mais ils n'ont pas pu le sauver aux urgences. Et la deuxième attaque, c'était en fin de soirée. Un jeune de 29 ans s'est fait attaquer par 3 individus de type africain, là en plein centre de la ville. Nous, c'est à 100 mètres de l'établissement de nuit. Vraiment 100 mètres. On est dans le centre de la ville. Et il est dans la soirée, je crois qu'il était dans les 20h. Là, fort passage, parce que c'est une ville où il y a beaucoup de monde en soirée le week-end. Ça ne les a absolument pas apeurés. Pour vous dire, je crois qu'on est à 200 mètres du plus gros commissariat de Rennes. C'est aberrant ce que vous nous racontez sur Europe 1, le Yarl. Comment on en est arrivé là ? Parce que vous êtes un homme, vous avez l'habitude de gérer des situations qui sont un peu délicates, puisque vous gérez cette immense boîte de nuit. À partir de quand avez-vous vu votre ville se dégrader à ce point ? L'après-Covid. En gros, il y a 30 ans, je fais ce métier-là depuis 30 ans, je suis dans le milieu de la nuit depuis autant d'années, et j'ai vraiment vu une dégradation, là, c'est juste après Covid. En fait, j'ai constaté des vrais drames avant, on va dire il y a 15 ans en arrière, quand on attrapait quelqu'un qui sortait un couteau et qui s'en servait, la police ou la gendarmerie venait, l'interpellait, il passait au tribunal très rapidement, puis les sentences qui tombaient correspondaient à l'acte qui avait été établi. Aujourd'hui, on en est mais à des kilomètres, à des années-lumière. J'avais une histoire avec un couteau à raconter par an avant. Aujourd'hui, j'en ai quasiment tous les 15 jours. Mais comment vous gérez ça ? Mais c'est hallucinant ce que vous nous dites. Tous les 15 jours, vous avez des histoires avec des couteaux dans votre boîte de nuit ou aux alentours. C'est pas dans la boîte de nuit, Dans les établissements de nuit, il se passe plus rien en France, La plupart des établissements de nuit sont extrêmement bien gérés par les équipes de sécurité qui sont tous devenus de bons professionnels. Le contrôle, il est perdu comme dans toutes les grandes villes aujourd'hui de France, c'est les extérieurs. Et comme les établissements de nuit attirent évidemment beaucoup de clients, ça attire également les dealers, les revendeurs, les MNA, les petits voleurs, ça les attire parce que c'est des lieux à forte fréquentation. Donc eux, les extérieurs des établissements de nuit, pour eux, c'est des terrains de chasse.
Alors les dealers, en fait, se sont positionnés autour des boîtes de nuit, des établissements de nuit, c'est ce que vous nous expliquez, le Jarl. Et aujourd'hui, comment vous arrivez-vous à gérer ça? Parce que les sorties de la boîte de nuit, ce sont vos videurs qui gèrent pour sécuriser les clients, ou est-ce que vous n'avez pas les moyens tout simplement de le faire? Alors pour ma part, on a pris le choix de le faire et malgré toutes les interdictions qu'on a, parce que c'est devenu très très compliqué, parce que la réglementation ne nous aide pas et au contraire, elle nous empêche même de pouvoir aller sauver et aider les gens, tellement c'est mal fait. On a une réglementation qui a plus de 15 ans d'existence et qui n'est plus du tout adaptée à la situation du pays. Et donc, nous, on a pris parti de régler notre problème. J'étais sur l'endroit de l'établissement de nuit est très particulier. On a un endroit avec une très grande place devant, ou un très grand fort passage, puisque c'est un passage où il y a 3 établissements de nuit aux alentours, à 300 mètres l'une des autres. Et je m'étais rendu compte en 2021, quand j'avais repris la direction du club avec ma femme, qu'on avait 3 points de deal et à peu près une trentaine de MNA qui pétaient la figure à tous les clients qui passaient sur le MNA, passage. est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour les auditeurs de Les mineurs non accompagnés. Ah oui, les mineurs non accompagnés, ok. Là, vous avez des mineurs non accompagnés autour de la boîte de nuit, très bien. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, quand j'ai vu les blessés qu'on avait, c'était à peu près une trentaine, entre 30 et 50 par nuit sur les extérieurs de l'établissement, c'est-à-dire vraiment hors de nos compétences. Je parle pas de l'intérieur de la boîte, je parle vraiment des extérieurs. Je me suis dit, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'on fasse des choses parce que nos clients et nos jeunes clients, c'est les premières victimes, elles ont 18-25 ans. Je me suis dit c'est dramatique quoi. Je voyais des filles arriver avec le nez pété, les arcades ouvertes, des agressions, des dents. Et je me dis il faut qu'on les aide. Et puis j'ai utilisé plusieurs méthodes. La première, la légale, c'est-à-dire faire en sorte d'appeler la police et puis créer des interpellations. J'ai vu que j'ai très vite annulé cette façon de faire parce que ça ne fonctionnait pas. Les dealers revenaient en général 3 heures après, ils étaient présents sur la dalle. On appelle ça la dalle, cette place-là. Après on a changé de méthode où là j'ai même eu une époque, d'ailleurs ça avait fait beaucoup parler sur les réseaux, où j'ai utiliser les propres gérants eux-mêmes, les dealers, qui placent les petits, ce qu'ils appellent les petits, en me disant si je leur donne une partie du territoire, les dealers et les MNA se détestent parce que ça bousille leur travail. Les petits voleurs ne sont jamais les bienvenus à côté des dealers parce que ça casse leur business. Je m'étais arrangé, pour vous dire, c'est une dinguerie ce que je vous raconte, mais elle est su parce que je l'avais expliqué en vidéo. Je m'étais arrangé avec des gérants de Rennes, donc des gérants, ce qu'on appelle les gérants, c'est les plus gros dealers, ceux qui fournissent les petits, pour que quand ils me placent leurs petits, ils empêchent les MNA de venir péter la figure aux gens qui passent sur la dalle. Et ça a fonctionné pendant à peu près un an. C'est incroyable ce que vous nous racontez. Incroyable. Mais c'est à peine croyable. Parce que Bruno Retailleau qui parlait de mexicanisation de la France, mais on y est. Ah là on y est, oui. Là on y est. Mais ça fait 3 ans que je dis qu'on y est, moi. J'avais juste un petit peu d'avance et on me prenait pour un fou. Ça m'a valu le fait de traiter de raciste, de facho, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer. Mais pourtant, c'était bien ce que j'expliquais. Aujourd'hui, ça y est, on a fini par comprendre que j'avais totalement raison. Et la 3e phase a été cette année, où là, j'ai vu que ça ne fonctionnait plus parce que ces propres gérants-là venaient se faire déloger par des Parisiens et par des gens de Marseille, beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs, beaucoup plus armés. Et là, je me retrouvais avec des conflits de dealers devant l'établissement. Et là, ça rigolait pas parce que j'avais des graves blessés. Entre dealers, ils se blessaient. Je me retrouvais à soigner des dealers qui avaient pris des coups de couteau et tout ça. Et là, j'ai dit aux gars, y a plus le choix. La police, j'ai essayé. Malheureusement, ils sont démunis avec la justice. Le système où on donne une place aux dealers pour faire partir les MNA, ça a bien fonctionné. Mais maintenant, nos propres dealers se font éjecter par les dealers plus forts et plus dangereux qui arrivent de Marseille et de Paris. Et donc, la 3e phase, ça a été de nous-mêmes faire le ménage. Et ça nous a provoqué de gros moments de violence, de gros moments de guerre. C'est-à-dire que c'était à nous d'y aller et de faire partir les dealers. Incroyable, mais vous prenez des risques considérables. J'ai tous les 15 jours ma tête qui est mise à prix où je vois des snaps, des stories où c'est marqué 20 000 € pour la tête du Jarl. J'en ai tous les 15 jours. Encore cette nuit, on a délogé deux dealers qui sont mis devant la place à 50 mètres. Et on y est allé et on les a fait partir avec les moyens qu'on doit prendre en fonction de ce qu'ils font comme réponse. Mais c'est incroyable, c'est la jungle. Mais c'est incroyable ce que vous nous dites, le Jarl. Et c'est vrai que votre témoignage est extrêmement important puisque vous y êtes dans ce monde de la nuit. Un mot encore. Vous avez croisé Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui s'est déplacé à Rennes, donc sur le thème du narcotrafic. Vous avez parlé au ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous lui avez raconté votre vie, votre quotidien, et que vous a-t-il dit ?
Alors, je lui ai raconté les grandes lignes de ma vie et de mon quotidien. Il a été très à l'écoute. Il a été très surpris de mon témoignage, vraiment très surpris. Je lui ai posé une question qui pour moi était urgente. C'était la nouvelle réglementation qui avait été changée en France courant mars concernant le port des armes pour les individus lambda. Alors, je vais revenir dessus pour les auditeurs qui ne le savent pas, mais la loi a changé et qu'aujourd'hui, ils ont mis dans le même bain les lacrymogènes avec les couteaux. Oui. Voilà. Et la loi aujourd'hui, c'est plus personne ne peut avoir une lacrymogène dans la poche sous peine d'avoir 500 € d'amende. Ouais, et je suis voilà. Alors moi, quand on me dise qu'il n'y a pas le droit de se balader qu'un couteau, j'arrive tout à fait à le comprendre. Aujourd'hui, dans les temps actuels, faut s'arrêter. Par contre, une lacrymo, je ne comprends pas. C'est quelque chose que je comprends pas. On sait qu'on est dans le pays d'Europe où on a le plus fort taux d'agression ultra-violente. Et dans le même instant, on nous pond une loi où on interdit à nos jeunes demoiselles et à nos jeunes hommes d'avoir une lacrymo pour se défendre. Alors que c'est aujourd'hui, on le sait, c'est non létal, non blessant, ça laisse aucune séquelle, c'est-à-dire c'est sans aucun risque. Rien. Et il vous a dit quoi, le ministre, quand vous avez souligné ça? Il a parfaitement compris ce que je lui disais. Lui-même comprend pas que cette partie-là a été mise dedans. Il a pris des notes et j'ai compris après que j'aurai une nouvelle conversation un peu plus importante et plus tard avec lui ou avec ses équipes. Et donc on a des rendez-vous prévus ensemble pour changer des choses. Voilà. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de vous investir. Merci Le Yarl. Votre témoignage est absolument édifiant. J'avais jamais entendu une histoire pareille. J'imagine que ce que vous vivez, d'autres propriétaires de boîtes de nuit vivent la même chose. Vous avez le courage de prendre les choses en main pour protéger donc vos clients, tout simplement, qui ne demandent qu'une chose, c'est de s'amuser quand on va en boîte de nuit. Merci infiniment pour votre témoignage sur Europe 1. Merci de m'avoir écouté. Il est 20h25. Je voudrais avoir peut-être vos réactions dans ce studio. Témoignage édifiant, certes. Gabriel Cluzel, quand on entend le témoignage, parce que ça, c'est un homme de terrain. Absolument. C'est un homme de terrain. Enfin, les bras m'en tombent, moi. Alors, ce qui est assez terrifiant, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'il a acté l'idée qu'il devait se débrouiller tout seul. C'est quand même vraiment la première pierre d'un État failli. C'est-à-dire qu'il se dit, de toute façon, personne ne peut plus rien pour moi. Donc, il va falloir que je fasse avec. Donc, il s'arrange. Alors, il y a des accommodements avec les dealers, mais c'est comme ça que naissent les États mafieux. Hein. C'est-à-dire que la mafia vous dit, je vous fiche la paix si vous faites ceci, cela, et c'est de ces arrangements que naît une forme de paix fragile, remise en cause en permanence. Donc ça c'est proprement terrifiant. Alors, c'est pas du tout une accusation de la police, parce que je pense que eux ont une ferme volonté d'agir, mais en réalité... Alors, il nous l'a dit, ça. Les policiers de terrain, ils avaient de très bons, je me permets, de couper, Gabriel, de très bons rapports, moins avec la hiérarchie. Ils disaient, attention, la hiérarchie, ils n'aiment pas trop que ça fasse des vagues. Donc, les policiers de terrain, oui. Le deuxième point, c'est que ces boîtes de nuit deviennent des lieux compliqués. Je pense que les parents, en écoutant ce témoignage, doivent se dire mais moi, mes enfants, c'est terminé, ce genre de lieu, dans des villes pourtant réputées autrefois bourgeoises, presque ennuyeuses. Ouais, c'était la province au sens où Jacques Brel l'entendait. 100 couteaux par an. Donc vous imaginez. Par mois, pardon. Par mois, oui. Mais là aussi, c'est un mouvement très caractéristique. C'est-à-dire que quand vous avez une justice qui ne parvient plus à enfermer les délinquants, eh bien c'est les honnêtes gens qui vont s'enfermer chez eux. Ça devient le pays des digicodes, des caméras et des portes que l'on ferme à double tour et on ne sort plus en réalité. Vous savez, j'entends souvent les féministes dire à propos des femmes, ah oui, les conservateurs veulent les renvoyer au foyer, mais ce qui renvoie au foyer les femmes, c'est l'insécurité. Est-ce que vous croyez qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont envie d'aller dans des boîtes de nuit quand elles entendent ce genre de témoignages? Non, c'est proprement terrifiant, mais on voit bien que c'est un système complet qui inclut la justice, la politique migratoire, les relations avec les pays d'où vient la drogue, parce que rappelons, la drogue, elle pousse pas sur les marronniers en France. Et par exemple, pendant le voyage en Maroc, moi, j'ai pas entendu beaucoup parler de ça. J'imagine que c'était la lune de miel entre la France et le Maroc et que c'était malvenu d'en parler. Nathan Devers. Oui, alors cette grande idée nietzschéenne qu'on peut juger, voire qu'on doit juger la santé, la grandeur d'une civilisation à la manière dont elle organise, dont elle conçoit ses fêtes.
dans son rapport à la fête. Ce qui fait que la Grèce antique a été grande, c'est précisément ça. C'est que par rapport aux autres civilisations, elle avait réussi à transformer les Dionysies, des fêtes d'ivresse, des fêtes où tout le monde finissait dans un état second de décomposition, de violence, d'orgie, de dissolution de l'individualité, à la fois avec des bagarres, à la fois avec de la sexualité débridée. Elle avait réussi à transformer ça en la tragédie. C'est-à-dire une fête qui cristallise, qui canalise la pulsion d'ivresse à travers la beauté. Et précisément, je trouve intéressant, à travers le témoignage qu'on a entendu, de dire qu'aujourd'hui, on a peut-être quelque chose qui déconne, qui ne marche plus dans la fête contemporaine en France et dans un certain nombre de... Là, c'est même pas la fête, parce que là, c'est en dehors de la fête. Bien sûr, mais tout ce qui entoure, en tout cas, ce qui entoure la fête et l'univers de la fête. Moi, déjà, j'aimerais juste dire une chose, c'est que je pense qu'on devrait réfléchir, si vous voulez, au cadre de la boîte de nuit occidentale. Je suis désolé, mais qu'il y ait ou non des violences devant cette boîte de nuit, pour ma part, je ne ferai pas l'apologie de ce modèle de fête. Je pense que le principe de la boîte de nuit, il y a une sorte de violence symbolique dedans, de hiérarchie dedans. Alors attendez, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais ça doit nous faire réfléchir. Mais Michel Houellebecq a écrit des textes très importants là-dessus. Oui, la boîte de nuit, c'est un lieu, déjà, fondamentalement... Vous n'aimez pas la fête, Nathan Devers? Non, alors justement, je suis très bon vivant et j'aime beaucoup l'idée de fête. Et je trouve que la boîte de nuit occidentale n'est pas totalement, si vous voulez, à la hauteur de la fête et qu'elle contient en elle-même des sortes de choses presque structurellement qui poussent un peu à la violence. Il y a un côté combat de coq, il y a un côté, si vous voulez, où chacun est ramené évidemment à sa raison sociale, où il y a des gens, une sorte de capitalisme du désir qui a très très bien disséqué Michel Houellebecq. Et alors, évidemment, juste je finis là-dessus, par-delà cette chose, on rajoute le témoignage du videur qu'on entendait tout à l'heure, et évidemment qu'aujourd'hui, quand on rajoute la problématique de la drogue, quand on rajoute la problématique de la montée de l'insécurité, on a quelque chose qui est une représentation de la fête, qui est le contraire de la festivité, qui est le contraire de la civilisation et qui s'apparente davantage à quelque chose qui relève de la barbarie. Il faut le dire, d'une forme de barbarie civilisée, une barbarie économique, une barbarie avec beaucoup d'argent, mais une forme de barbarie quand même. Et ça doit évidemment nous faire réfléchir non seulement sur la manière dont la nuit se passe en France, sur la manière dont les boîtes de nuit sont organisées en France, mais même sur ce que ça signifie plus largement, le miroir que ça vient nous tendre à notre société dans son intégralité. Alors ça, le miroir, effectivement, de notre société, c'est une bonne question. On va continuer d'en parler. On va continuer. Il est 20h30. Il est 20h30.